belle robe vermeille, c'est un Bordeaux. Goûtez-moi ça. Je ne bois pas d'alcool, merci. Quelle drôle d'idée. Nous, il n'y a qu'un truc qui nous fait bander. C'est le Beaujolais. Vous les Français, vous avez toujours une grande gueule comme ça. J'ai trop un goût de pomme. L'admirable cholestérol qu'on va se payer. Vous avez beau dire, il n'y a pas seulement que de la pomme. Bonjour à tous, c'est Alex Geoffrey de Vinstache et bienvenue dans le tout premier épisode du Podstache. Quel plaisir de vous retrouver enfin pour ce nouveau format que je vous ai teasé pendant un long moment sur ma chaîne. Oui, vous avez bien entendu, nous revenons pour un format podcast. Et si je dis nous, c'est parce que je ne suis pas seul. Charles, comment vas-tu ? Ça va. Très loquace à ce que je vois. Alors, je vais continuer de monopoliser encore un brin la parole, Charles, puisque nous prendrons le temps de faire plus longuement connaissance avec toi, et cela de manière assez rapide. Mais la première des choses sur lesquelles je voulais revenir, c'était tout simplement pourquoi l'idée d'un podcast, d'un podstache, oserais-je même dire. Eh bien, c'est pour une raison, ma foi, assez simple, pour vous proposer encore et toujours plus de contenu. Si vous me suivez de manière assez assidue, je pense que vous l'avez remarqué, mais je ne sors malheureusement pas des vidéos très souvent sur ma chaîne principale, puisque actuellement je suis sur un rythme d'une vidéo toutes les 4-5 mois, ce qui, je reconnais, n'est pas forcément un rythme ultra productif, mais la raison en est bien simple, c'est que la vidéo est un média ultra chronophage. Et quand, comme moi, on veut faire des vidéos longues et qu'en plus, à côté de ça, on essaye de travailler ses contenus, forcément, on ne peut pas sortir une vidéo toutes les 2 semaines. Pour essayer d'être plus régulier, je pense que vous l'avez remarqué, j'ai lancé une chaîne secondaire qui s'appelle Vinstache 2 Le Retour. Si vous ne la connaissez toujours pas, allez vous abonner, bordel de merde. Et sur ceci, je vous propose des vidéos plus courtes avec des formats comme Back to 20X ou même des vidéos de dégustation, celles que je vous ai présentées pour la foire au vin Vinstache, qui bat d'ailleurs son plein en ce moment. Mais le fait est que le format podcast était un format que j'avais toujours eu envie d'essayer et de me confronter. Déjà parce que j'aime bien le podcast, je trouve ça très cool à écouter quand on est au bureau. Et voilà, j'en suis moi-même très consommateur. Et ensuite, parce que soyons honnêtes, c'est quand même beaucoup plus facile à monter qu'un épisode. #Team Feignasse. Du coup, quel va être le concept de ce podcast, de ce podstache ? Ce que je regrette souvent dans les podcasts vins que j'ai écoutés, je salue d'ailleurs nos amis de Tire-Bouchon ou de la Terre à boire, mais ce que je trouve souvent assez dommage, c'est qu'on parle de vin, mais les cuvées sont absolument introuvables, et notamment sur les internets. Du coup, j'ai décidé de m'associer avec mon gars sûr du vin, Charles, nous ferons la connaissance juste après, comme je vous le disais, et qui est un homme dans lequel j'ai une entière confiance lorsqu'il s'agit de faire une sélection, puisqu'il était mon barman attitré. Charles a donc sélectionné 2 cuvées pour ce tout premier épisode, 2 cuvées que nous allons vous présenter dans les minutes qui viennent et que vous pourrez retrouver sur www.vinstache.com, placement de produit, Vinstache la boutique quoi. Et je vous préviens, comme nous avions décidé cette idée du podstache juste avant les grandes manœuvres, là encore on va être sur un stock assez limité, puisqu'il y aura seulement 59, puisqu'on va goûter les vins en direct, que nous allons vous proposer. Et du coup, voilà, sachez qu'il faudra se dépêcher, parce que sinon, ça risque de partir assez rapidement. Mais la bonne nouvelle, c'est que si ce format vous plaît, si vous en redemandez, on pourra revenir à l'avenir avec moultes épisodes, avec moultes sélections, parce que je pense que Charles a un petit catalogue assez fourni. Et voilà, je pense que j'ai déjà pas mal monopolisé la parole. Chaud, mon petit Charles ? Oui, pas de problème. Allez, c'est parti, on lance un petit jingle et on attaque. Bonjour, vous me reconnaissez ? Non, vous êtes qui ? Mon nom est Monsieur Burns. Attendez, monsieur Burns, quel est votre prénom ? Je ne sais pas. Présentez-vous. C'est pas grave. Alors, Charles, comme je disais avant, j'ai beaucoup monopolisé la parole, mais tu vas bientôt sortir de ton mutisme, puisque avant de parler des 2 cuvées que tu as sélectionnées, je voulais tout simplement qu'on prenne le temps de faire connaissance avec toi. Parce que autant les gens ont l'habitude de me voir justement sur mes différentes chaînes YouTube, ont l'habitude de me voir sur mon compte Instagram, etc. Mais c'est vrai que toi, tu débarques un peu en mode rookie. Et du coup, une question très simple que je voulais te poser pour commencer, c'est tout simplement, comment est-ce que tu es venu dans le monde du vin ? Est-ce que tu étais un fils de vigneron ? Est-ce que tu as grandi au milieu des vignes ? Comment est-ce que tu en es arrivé dans ce bien bel univers ? Alors, un peu par hasard. Je ne viens pas du tout d'une famille de vignerons. Je viens d'une famille simple qui adore le vin, mais pas du tout passionnée. Mes parents boivent du vin sans se soucier de si c'est bon ou pas bon, etc. J'ai les mêmes à la maison. Voilà. Alors après, maintenant ça a peut-être un peu changé, mais à l'époque c'était ça. Je me souviens quand même de mon père qui me disait que les meilleurs vins venaient de Bourgogne et de Bordeaux. C'est un schéma assez simple. Hein. Voilà, c'était les années 80. Mais ok, d'accord, c'était à 16 ans. Hein. Ouais. Donc,
ça commence à faire là. J'ai 34 ans. J'ai quand même décidé de m'y intéresser. Alors, pourquoi ? Ça m'a passionné. J'ai décidé à 16 ans d'acheter un atlas de vin. Ouais. Donc vraiment un gros atlas de vin. Alors, sur les vins de France. D'accord. J'ai lu l'atlas de vin, j'ai relu l'atlas de vin, et là j'ai décidé qu'il fallait que je fasse quelque chose. Donc j'ai commencé à acheter des bouteilles avec mon argent de poche. À 16 ans. À 17 ans. Ouais, tu sais que c'est légal ça. Oui, mais c'est pas grave. J'allais en soirée avec mes amis, je buvais du vin, je ramenais une bouteille de vin, je buvais du vin, tandis que les amis buvaient autre chose, des bières ou des whisky coca. Des rhums charrettes, ce genre de joyeuseté. Ouais, j'ai pas d'autres souvenirs que les potes qui boivent des bières et des whisky coca, quoi. Ouais. Et j'étais un peu le seul à boire du vin. Ouais. Et en fait, ça m'a vraiment passionné. J'ai continué régulièrement. Alors, j'ai beaucoup fait de vin rouge au début. Ouais. Très peu de vin blanc. Je pense que le vin blanc, on y vient plus tard. Ouais, je suis entièrement d'accord avec toi. C'est un peu la même. J'ai commencé sur les rouges avant d'aller sur les blancs. Et la première émotion, c'est important parce que c'est vraiment ça qui m'a lancé ma passion vraiment. C'était un Chambol-Musigny. Donc un Chambol-Musigny, c'est un vin de Bourgogne. Ouais, c'est un village de Bourgogne. T'as pas trop des goûts de luxe en plus, Chambol-Musigny. Ouais, bah c'est... À l'époque, c'était encore achetable. Ouais. Aujourd'hui, ça commence à être très compliqué. Un peu. Voilà, 40-45 € la bouteille. Ça commence à être très compliqué d'en boire, donc j'en bois pas souvent. Mais vraiment, c'est... la première émotion que tu as eue. C'est la première émotion et ça s'est conforté après. Hein. Je suis allé faire les vendanges là-bas, etc., etc. Donc première émotion, et j'ai voulu comprendre pourquoi c'était aussi bon, et pourquoi là c'était bon, et pourquoi c'était moins bon ailleurs. Et donc du coup, c'est le début de ma passion. Après, je passe mon bac, je fais une fac de chimie, j'arrête ma fac de chimie, je me lance dans des études de commerce de vin, un peu par découverte. Je suis dans un salon. Mais tu as quand même eu donc une formation scientifique avant. J'ai une formation scientifique. Bah oui, j'étais scientifique, donc du coup. Ça t'aide beaucoup pour le vin, je suppose aussi. Surtout la chimie. La chimie m'a pas mal aidé à comprendre les cours après d'œnologie. C'était intéressant. Alors, j'ai tout perdu maintenant, ces notions d'œnologie, mais j'ai plutôt conforté la dégustation. Ouais, c'est le plus important, la pratique. Voilà, la pratique. Et donc du coup, tu disais que tu étais en commerce des vins et... Voilà, donc j'ai fait des études de commerce de vin et c'était en alternance. Donc j'ai commencé l'alternance rapidement chez un grossiste. Donc un grossiste pour les professionnels, donc attaché au secteur vin. J'ai rapidement vu que j'allais vite m'ennuyer parce que c'était pas une recherche de qualité. Ouais. Donc il y avait beaucoup de petits vins, des vins de brasserie. Voilà, c'était plutôt recherche de prix que recherche de quantité. J'ai vite arrêté de travailler pour ce grossiste car j'ai réussi à trouver un contrat d'apprentissage après dans une cave à vin en tant que caviste. Ouais. Dans Lyon, dans le 6e arrondissement de Lyon, chez Sylvie Desmurs, la cave qui s'appelle Les Vins aux Gagneurs. Qui existe toujours ? Qui existe toujours. Sylvie Desmurs m'a énormément formé. Ouais. C'était vraiment incroyable. T'as passé combien de temps là-bas ? J'y ai passé 2 ans. 2 ans, c'était très bien. Même, je dirais que c'était le temps parfait pour pouvoir vraiment acquérir tout ce que Sylvie a voulu me transmettre. Ouais, plus la connaissance de sa carte, de ses vins, de ses références, des vignerons avec lesquels elle bossait. Après, on goûtait beaucoup d'autres choses à côté. Ouais. Donc moi, surtout à l'époque, je commençais à avoir un salaire, je commençais déjà à acheter beaucoup de vin. Pour donner un ordre d'idée, c'est vraiment ma passion. Je dépense environ 500 € de vin par mois pour ma consommation personnelle. Oui. Ah oui, quand même. Entre ce que je mets en vieillissement et ce que je bois, oui, c'est à peu près ça. Mais c'est vraiment une passion très onéreuse. Ouais, c'est un peu le rame du vin. Surtout quand on aime les belles choses. Il y en a, c'est les voitures. Bon, voilà. Ouais. J'ai pas de voiture. Enfin, j'ai une toute petite voiture, toute cabossée. C'est pas grave. Moi aussi, j'ai une C3. Automatique. Et du coup, après avoir fait ces 2 ans chez Sylvie Desmurs, tu as embrayé sur quoi ? Alors après, donc, j'ai terminé mon contrat d'apprentissage. C'était pas utile que je reste à travailler avec Sylvie. Elle peut très bien travailler toute seule. Donc je suis parti et j'avais vraiment un objectif en tête.
c'était de travailler pour Georges Dos Santos, qui est un grand monsieur du vin, qui a créé la cave Antique Wine en 2001. Ouais, Justin, je me permets un peu de te couper, mais Antique Wine, clairement, dans la place du vin lyonnais, ça fait partie des institutions. Il n'y a pas photo. Il a été élu meilleur caviste de l'année 2009. C'est un grand personnage. Un grand personnage par plein d'aspects différents. C'est un grand connaisseur de tous les vins du monde. Il a voyagé dans le monde entier. Il se fait appeler le Flying Sommelier. Ouais. Un peu à l'instar des Flying Winemakers, type Exactement. Les Roland, Exactement. C'est un peu dans cette idée-là. Et donc il a fait ça quand il était jeune. En 2001, il a arrêté de voyager vraiment. Il voyage toujours beaucoup, mais donc il a monté Antique Wine. Donc je l'ai rejoint en 2009. Donc à une période où Antique Wine avait explosé, où il y avait déjà 5000 références. Ah oui, c'est pas anodin pour un caviste. On était 3 employés cavistes. Ouais. On travaillait beaucoup avec les restaurants, donc on faisait des accords mets et vins, on conseillait sur des accords mets et vins. On vendait beaucoup aux particuliers. C'était super intéressant. On avait énormément de clients. On pouvait ouvrir toutes les bouteilles qu'on voulait pour faire goûter aux clients dans l'optique de vendre. Ouais. On s'amusait pas à ouvrir n'importe quoi, n'importe comment, mais il y avait toujours 5 bouteilles d'ouvertes à la cave. Tu as passé combien de temps là-bas ? J'y ai passé un peu plus de 4 ans. Ah oui, quand même. Donc voilà, un grand souvenir de travail. Ça m'a énormément formé. J'ai rencontré énormément de gens. Donc 6 ans de caviste entre chez Sylvie et chez Georges Dos Santos. Ouais. Et après, avec ça, tu as embrayé sur quoi ? Alors après, j'ai fait 1 an et demi en Belgique. Parce que j'avais envie d'avoir une expérience internationale. Enfin, internationale, ça reste... le plat pays, quoi. Ouais, c'était intéressant. Après, je vais pas beaucoup débattre sur cette partie qui ne m'a pas forcément beaucoup intéressé. J'étais en commercial en vin. Ok, et donc pour les restaurants de Bruxelles. Bah, après quoi ? Retour sur Lyon ? Ouais, retour sur Lyon après, donc au bout d'1 an et demi. Et là, j'ai réfléchi, j'ai fait un business plan, j'ai réfléchi à créer un bar à vin. Donc j'ai acheté un bar que j'ai transformé en bar à vin. Je me suis beaucoup amusé. Donc ça a duré 4 ans. Qui s'appelait ton bar ? Qui s'appelait L'Ivresse. Ouais, on s'est bien amusé. Ouais. Donc 500 bouteilles à la carte. Des prix très bas, donc prix caviste plus 10 € de droit de bouchon. Tous les verres étaient en Riedel, dont des soufflets-bouches. Donc voilà, se baser sur la qualité des vins, et là je me suis encore amusé pendant 4 ans. Et ben là je peux en parler un peu plus de L'Ivresse parce que c'est là où on s'est rencontrés. On va pas se mentir, tu as fermé il y a peu, malheureusement. Oui. Donc voilà, je le dis, je suis en deuil actuellement. Ça fait 2 semaines que je ne dors plus parce que j'ai perdu mon 2e chez moi. Et alors évidemment, L'Ivresse pour moi c'était le grand rendez-vous. Ce que j'adorais déjà, c'est que tu me faisais tout le temps déguster des vins à l'aveugle dès que j'arrivais. C'était tiens, goûte-moi ça. Et il y a une anecdote que je ressors très souvent pour parler de l'Ivresse, et je pense que si ça peut vous conforter un peu dans l'idée que la personne en face de moi s'y connaît réellement en vin, c'est que j'avais une très bonne copine à moi qui s'appelle Julie, que tu connais d'ailleurs aussi, et cette fameuse Julie m'avait dit un jour « Ah tiens, il faut que je t'emmène dans un bar à vin, tu vas voir, le sommelier est top, super bon conseil ». Et je vais pas vous mentir, dès qu'il s'agit de vin, j'ai un peu mon ego moi aussi, et quand on m'a dit ça, je me suis dit « Ouais, ma pote, elle s'y connaît pas forcément des masses, ça se trouve, elle me survend un peu le truc ». On y va à 6, et là Charles, il nous met 4 vins. Le premier, c'était le Riesling de chez Aquilé, en Alsace. J'ai pris une espèce de petite claque. Et après, tu nous as servi 3 autres vins. Il y avait le domaine de Gramnon, qui est en Côte-du-Rhône d'Ardèche, c'est ça si je me... Non, en Drôme-Provençal. Drôme-Provençal, voilà, mais qui est quand même en Côte-du-Rhône. C'est en Côte-du-Rhône, mais c'est l'extrême nord des Côtes-du-Rhône, côté méridional. Ouais. Là, t'inquiète, je confonds toujours. J'avais trouvé, il y avait un côté soyeux avec du fruit noir. Enfin, je me souviens vraiment un vin qui m'avait marqué. Et le 3e vin, c'était un Gros Hermitage de chez Emmanuel Darnaud, mise en bouche, pareil, le Gros de pur plaisir. Et on a terminé sur un Saint-Émilion, Croix du Jura. Celui-là, je reconnais, par rapport au moment de la soirée, alors on commençait à être un peu fatigué en plus, mais être un peu moins marqué. Mais quand vous rentrez dans un bar à vin, et que sur les 4 vins que vous goûtez, il y a 3 cuvées qui vous mettent une petite claque et que vous êtes capable d'en reparler quasiment 2 ans après,
Et c'est que vous êtes tombé au bon endroit et bon, malheureusement l'aventure est terminée, mais la bonne nouvelle, c'est qu'au moins maintenant tu vas pouvoir venir avec moi pour animer ce podstache. Exactement. Bon, du coup, je pense qu'on va pouvoir passer à la première cuvée que tu as sélectionnée. Ah non, pardon, je lis sur ma petite fiche, excusez-moi, c'est un nouveau métier, je découvre pour moi, que je découvre à l'instant. La dernière question que je voulais te poser avant que l'on attaque, c'est tout simplement, quelles sont tes régions de prédilection, Charles, en termes de vin? Alors... la première qui me vient tout de suite en tête, c'est le Beaujolais. Le plus grand vignoble du monde, bien évidemment. Je suis né à côté de Lyon. J'ai grandi dans le sud du Beaujolais. J'habite maintenant dans le Beaujolais. Les vins sont pour moi merveilleux. J'ai plein d'amis vignerons dans le Beaujolais. C'est vraiment je pourrais jamais m'en séparer. C'est une région de cœur. Je pense que dans ma cave personnelle, j'ai une grosse dominante de Beaujolais. Évidemment, un homme du bien et un vignoble tellement sous-coté, malheureusement le Beaujolais qui a été victime de tellement de préjugés et de... Sous-coté, mais ça commence. Ouais. Grâce au travail des vignerons dans un premier temps et des professionnels, parce que c'est indéniable que les vins gagnent en qualité depuis 15 ans. Et en termes de blanc, est-ce que, à tout hasard... Je te lance parce que je sais ce que tu vas me répondre. Oui. Bon, et après, il y a... En région blanc, il y a vraiment l'Alsace, où je suis venu plus tard sur cette région. Mais alors en revanche, quand j'ai commencé à comprendre la région, c'est fascinant, c'est vraiment incroyable. Il faut savoir que Charles fait partie de ces très rares personnes sur Terre qui sont capables de vous parler des 51 grands crus. Ouais. Parce que je me souviendrai toujours, quand j'étais venu dans ton bar, il y avait, tu sais, celui qui te vendait ton Savenière, celui que tu m'as fait goûter, qui avait un côté silo à grains. Comment il s'appelle ? Il avait 2 cuvées de Savenière. Bref, il faudra que je retrouve le nom. Nicolas Joly. Non, c'était pas Nicolas Joly, c'était... je l'ai sur mon téléphone portable, bref. Et je me souviens que la personne qui était venue présenter ses vins, qui était un négociant plutôt qualitatif, m'avait dit que tu faisais partie avec Caroline Furtos, tu sais, la sommelière de la RVF. Oui, je vois très bien. Il me dit que tu faisais partie avec elle des 2 personnes, selon lui, qui connaissaient le mieux l'Alsace, ce qui est quand même pas un petit compliment, sachant qu'elle est une locale. Et du coup... Oui. Je vois, c'est le Claude Lélu. Non, pas le Claude Lélu non plus. Je rechercherai le nom. On va lancer le jingle pour arriver au premier vin et puis après ça, on vous redira quel était le nom du Savenière. Mais bref, on va enchaîner. Charles, on est parti pour le premier vin à déguster ? Pas de problème. Allez, let's go. Ah non, mais pas du tout. Je bois pas un verre de vin, je bois 6 verres de vin. Ça s'appelle de la dégustation et c'est très classe. Goût layant, puissant en bouche avec des arômes de framboise. Donc, nous allons repartir pour la dégustation de la première cuvée. Et la bonne nouvelle, c'est que pendant la pause, on a réussi à trouver. C'était Damien Leroux en Savenière. Il y avait la cuvée Bel Ouvrage et Les Genêts. Et je crois que c'était de souvenir le Bel Ouvrage qui avait vraiment un côté silo à grains que j'avais adoré. Tu me proposais la carte celui-là ou pas ? Bien sûr. Ça bouge jamais de la carte, le Bel Ouvrage. Jamais. Bon, on va pas trop spoiler parce que ça se trouve, ça sera le genre de vin qu'on va présenter pour une prochaine fois. Donc du coup, Charles, la première cuvée que tu as sélectionnée, quelle est-elle donc ? Alors, c'est un Riesling, donc... Grande surprise, Alsace. Exactement, donc un Riesling qui vient d'Alsace, du domaine André Ostertag. Ouais. La cuvée s'appelle Les Jardins, sur le millésime 2018. Alors, on va donc parler Alsace. L'Alsace, je ne sais pas si tu t'en souviens, mais j'avais parlé dans un épisode de Vinstache qui s'appelait La difficile équation alsacienne. Je ne vais pas te mentir, même moi qui m'intéresse au vin, c'est quand même compliqué l'Alsace. C'est compliqué parce qu'il y a une grosse aire de production avec seulement 2 appellations. Une appellation Alsace, une appellation Alsace Grand Cru avec 51 Grands Crus, ce qui fait quand même beaucoup quand on regarde que la Bourgogne en a 33. On se trouve aussi, on n'est que sur des blancs en plus, avec des noms, et je m'excuse par avance auprès de tous les auditeurs alsaciens qui vont m'écouter et qui vont me détester, mais avec des noms à coucher dehors. On se retrouve avec aussi une multitude de cépages. Enfin bref, c'est vraiment un vignoble que j'ai beaucoup de mal à cerner, donc je suis vraiment ravi que tu puisses nous parler d'Alsace, parce que toi qui connais et qui es déjà allé, va pouvoir nous en parler un peu plus. Mais première toute petite question, si je devais commencer... Si tu devais donner un peu envie aux gens de s'intéresser à l'Alsace, qu'est-ce que tu leur dirais ? Alors, l'Alsace, c'est la complexité. Ça donne envie. Ouais. Il y a 51 grands crus. Maintenant, il y a même des premiers crus. Ah, c'est passé ? Ouais, c'est passé. Ah, d'accord. Il y a ils vont avoir des premiers crus. Alors, dans l'idée des grands crus, mais c'était pour pas non plus mettre 100 grands crus. Okay. Donc voilà, ils ont décidé de le faire comme ça. Je trouve ça pas trop mal. Après, il y a quand même des premiers crus qui auraient mérité largement d'être grands crus parce qu'il y a des choses incroyables. Ouais.
La magie de l'Alsace, c'est la diversité des sols. On a 3 cépages nobles, ce qu'on appelle des cépages nobles majoritaires. Donc le Riesling, le Pinot Gris et le Gewürztraminer. Donc ces 3 cépages, ils sont plantés dans toute l'Alsace. Mais il y a des grands crus ou d'autres parcelles où le Gewürztraminer va mieux aller, où le Pinot Gris va mieux aller, où le Riesling va mieux aller. Et c'est là où c'est très complexe. D'ailleurs, tu m'expliquais qu'au final, si c'est complexe, en réalité, ça faisait entièrement sens la manière dont ils avaient dessiné les grands crus. Non, mais c'est là, aujourd'hui, quand on connaît l'Alsace, quand on goûte certains grands crus, c'est évident qu'il faut mettre plus de Gewürztraminer sur certains et plus de Riesling sur d'autres. Quand on le goûte en pure dégustation, ah ouais. Ça vient d'une connaissance des terroirs, des sols, de la topographie. C'est vraiment le bon sens paysan, si je puis dire. Exactement. Alors, les Alsaciens connaissent les sols sur le bout des doigts. Ils sont hyper pointus là-dessus. Quasiment tous les sols qu'on peut retrouver en France sont présents en Alsace. Ah oui, autant. Ah oui. Ah, je pensais pas que c'était. On a des terroirs volcaniques. Ouais. On a des terroirs silicieux, des grès, des marnes, des traits calcaires, des argilo-calcaires, des schistes. Ouais. Voilà, il y en a un principalement. Voilà. Mais c'est souvent, ça. Il y a énormément de sols différents et chaque grand cru a un peu cette épicité. Alors après, il y en a quand même 2-3 sur des granites qui se ressemblent, mais globalement, c'est vraiment très très différent. Et pour comprendre l'Alsace, il faut y aller. Okay. Il faut y aller, il faut goûter, il faut parler aux vignerons, etc., etc. Après, oui, les noms sont un peu compliqués. On s'amuse avec mon ami Thomas qui aide Arthur Ostertag au domaine à les citer du sud au nord dans l'ordre d'apparition. Ouais. On s'amuse bien. C'est ce qu'on appelle des tarés. Et du coup, qui dit Alsace dit aussi forcément cépage. C'est Exactement. Ce que je mettais en avant aussi dans l'épisode et que je trouvais très intéressant pour les personnes qui commencent à s'initier. Parce que j'en parlais d'ailleurs dès l'épisode 2 de Vinstache consacré j'ai bouffé le nom, mais en gros, l'idée était d'apprendre le vin par les cépages. Et pour ça, l'Alsace est quand même un exemple. Et aujourd'hui, tu es parti sur le Riesling, sur une cuvée à base de Riesling. Est-ce que tu pourrais nous parler justement de ce fameux Riesling ? Alors, le Riesling, c'est le cépage maintenant qui va être dominant en Alsace. Au fur et à mesure des années, il y a de plus en plus de Riesling. Il ne l'était pas avant. Il l'a toujours un peu été, mais il progresse d'année en année. Il va vraiment devenir vraiment majoritaire dans 20 ans. D'accord. Il y aura des pourcentages de plus de 50% de Riesling sans problème dans quelques années. Donc, par exemple, le domaine Ostertag, ils sont à 52%. Okay. de Riesling planté sur leurs 14,4 hectares. Le Riesling, c'est le cépage qui va plaire au plus grand nombre de personnes. Oh, d'accord. Voilà. Parce que c'est celui qui va avoir le plus d'équilibre et le plus de finesse à la fois. Si on prend le Gewürztraminer, il va être très exotique. Le Pinot Gris va être très rond, assez puissant. C'est des profils qui vont être un peu différents. Ouais. Plus basés sur de la gastronomie. Le Riesling, on peut boire l'apéro avec, on peut l'accorder, et puis on peut faire des sucres avec, des vins sucrés, on peut faire des vins très secs. On sait que les vins blancs, souvent, ça joue l'équilibre entre l'alcool et l'acidité. Du coup, si je comprends, c'est celui qui aurait des trois qui aurait ce meilleur équilibre entre cet alcool et cette acidité. C'est celui qui aurait le meilleur équilibre, mais quand même basé sur l'acidité. D'accord. Donc ça reste des vins... globalement, qui sont très bons à boire à l'apéritif. Et puis en plus, le style des vins blancs aujourd'hui va de plus en plus vers la pureté et l'acidité. Ouais. Alors que il y a peut-être 20-30 ans, on était plus justement sur des vins pas lourds, mais qui étaient un peu plus sur la sucrosité. Et peut-être que... Alors en Alsace, il y a une énorme évolution. Si on prend il y a 20 ans les vins, la plupart des vins, il y avait 6 grammes de sucre résiduel, de 6 à 10 grammes de sucre résiduel dans chaque vin, même sur les Riesling. Même sur des Riesling, d'accord. Ouais, alors pas tout, mais globalement, il y avait beaucoup de ça. Et est-ce que tu penses que c'était l'influence allemande qui faisait ça ou pas forcément ? Pas forcément, c'était une tradition. Okay. Mais les Alsaciens sont arrivés à s'adapter quand même à leur public. Et maintenant, on trouve de plus en plus de Riesling secs. Il n'y a plus de sucre, rien, c'est bien sec. Et c'est André Ostertag, quand il a commencé la biodynamie, il avait déjà commencé à faire des Riesling bien secs.
Sur les cuvées de base, qu'on soit bien d'accord, parce que les vignerons d'Alsace, si vous avez l'occasion un jour d'y aller, c'est assez marrant. Parfois, il y a 120. Oui, voilà. C'est aussi, j'en parlais notamment toujours dans cet épisode, la difficile équation alsacienne. C'est vrai que quand on arrive dans les domaines et qu'on se retrouve parfois avec 20, 30, 40 cuvées, ça peut être un peu déroutant. Ça, c'est soft. Hein. c'est les domaines qui n'ont pas beaucoup de cuvées, ça, en Alsace. Donc c'est très complexe. Et du coup, donc, tu nous as dit que tu allais présenter un vin de chez Ostertag. Et je vais pas te mentir, quand donc on a commencé à préparer cet épisode, d'instinct, tu m'as dit, moi, je veux travailler en Alsace avec le domaine Ostertag. Et c'est vrai que lorsque je vais penser aux ténors de la région, je vais penser à des Marcel Dice, je vais penser à des Zind Umbrecht, je vais penser à des Albert Buxler, je vais penser à des Ugel. Et forcément, il y a Ostertag qui va venir très rapidement parce qu'il fait partie des vignerons avec une réputation assise. Mais du coup, ma question qui se veut volontairement provocatrice, mon cher Charles, c'est est-ce que c'est pas un peu la facilité pour un sommelier que de présenter du Ostertag ? La facilité peut-être, mais c'est pas grave parce que les vins du domaine Ostertag ont vraiment quelque chose pour moi en plus des autres. D'accord. Déjà en termes d'émotion, de souvenirs, ma première grande émotion d'Alsace était un Riesling d'Ostertag. Ouais. Et ça, en fait, ça s'oublie pas. Et le domaine est tellement régulier toutes les années. Et tous les vins sont bons. Du Pinot Blanc de base au Grand Cru Münchberg, toute la variété des vins, c'est des grands vins. Le vigneron veut ne faire que des grands vins. Après, il a des terroirs différents, il a à peu près 50 parcelles différentes. Ah oui, autant que ça. Oui, c'est très morcelé. Mais tu disais, c'est un domaine de 14,5 hectares, on est sur des coteaux. Comment, si tu devais un peu essayer de dessiner... Globalement, on est sur des coteaux ou des faibles pentes. Ouais. Voilà, globalement. Après, il y a quelques vignes de plaine, mais c'est vrai, c'est très vallonné l'Alsace, donc on a vraiment des coteaux un peu de partout. Je suis tombé sur une vidéo hyper intéressante il n'y a pas longtemps je crois qu'il était publié par le comité de la culture alsacienne, quelque chose comme ça. D'ailleurs, je t'avais envoyé le lien. Et André Ostertag a expliqué qu'apparemment, il avait commencé, que c'était un domaine très récent. Justement, qu'il avait commencé, je crois, au milieu des années 80. Qu'est-ce qui fait qu'en seulement quelques années, il est devenu justement ce poids lourd de la viticulture alsacienne dans le sens noble du terme ? Alors, André Ostertag a repris le domaine en 1980. Il a commencé la biodynamie en 97. Et il en était convaincu. Ouais. Il a fait énormément de recherches, il a énormément travaillé sur le bienfait que la biodynamie allait apporter à ses vignes, etc., etc. Donc du coup, quand on fait un travail comme ça, on connaît ses vignes, on connaît ses raisins, et on sait comment les guider après pour faire des bons vins. Déjà, quand on arrive à faire un bon raisin... Ça aide à faire des grands vins. Ça aide à faire des grands vins. C'est pas très compliqué de faire du vin quand on a une matière première exceptionnelle comme celle d'André Ostertag. Ouais. En revanche, c'est un travail de titan à la vigne. Il a été en gros l'un des premiers à prendre le virage vraiment qualitatif de l'Alsace. Un des premiers. Alors il y en a beaucoup parce que c'est la région la plus qui représente le plus de vignes en bio et en biodynamie de France. Ouais. Donc il y a un vrai impact écologique là-bas par rapport à ça. Alors je le précise pour nos auditeurs parce qu'à chaque fois qu'on utilise les termes biodynamie, je sais que c'est souvent des messages assez salés dans les commentaires. Alors on sait l'origine de la biodynamie, j'en parlerai d'ailleurs dans un prochain épisode, etc. Mais il faut quand même, moi je suis le premier à reconnaître que quand on voit ce qui sort sur certains vins en biodynamie, même si je sais qu'on me parle de la secte de Rudolf Steiner, tout ça, je suis le premier à dire que l'une des plus grosses claques que j'avais prises, c'était le Riesling de chez Nikolaïov que tu m'as fait goûter à ta cave, qui est juste un truc, mais c'est monstrueux. Moi, c'est l'un des 5 blancs qui m'a le plus marqué de ma vie, et pourtant, c'est même pas un français, c'est vous dire si je trouve ça bon. Mais voilà, il faut, je le précise pour nos auditeurs avant de me faire insulter dans les commentaires par rapport à tout ça. Du coup, donc on était sur Ostertag, qui était l'un des premiers à prendre un virage qualitatif, etc. Pourquoi est-ce que tu es parti sur la cuvée que tu vas nous ouvrir juste après et que l'on va pouvoir déguster dans un grand moment de radiophonie ? Alors, les jardins d'Ostertag, c'est le Riesling de base du domaine Ostertag. Alors, le domaine Ostertag, ils ont 3 gammes bien distinctes. Les vins de fruits, les vins de pierre et les vins de temps. Les vins de fruits, c'est pour exprimer les arômes variétaux, autant pour moi, du cépage. Ouais.
Les vins de pierre, c'est pour exprimer le terroir. Et les vins de temps, c'est pour exprimer ce que le cépage va donner avec une vendange tardive, mettons. Donc c'est du vin de garde, si je résume un peu grossièrement. C'est des vins où il y aura du sucre. D'accord, voilà. Ok. C'est les sélections de grains nobles, c'est les vendanges tardives. Et puis avant les vendanges tardives aussi, parce qu'on a un stade entre le vin sec et la vendange tardive. Donc après, c'est des micro-récoltes. Bon, André Ostertag est hyper fort pour ça. Les prix sont démesurés, mais c'est mérité. Ouais. Voilà. Donc il y a vraiment ces 3 gammes. Le gros de la gamme reste les vins de fruits. Et pourquoi j'ai choisi le Riesling en vin de fruits d'Ostertag ? Eh ben, c'est pour sa qualité. Alors, il l'a fait comme un grand vin. Il a fait un grand vin. Il n'y a rien à dire. Il y a tout dans ce vin. Je sais qu'en général, les champenois me disent souvent que ce qui donne le tempo d'une maison, c'est le brut. Et justement, est-ce que c'est un peu la même idée ici ? Exactement pareil. Pourquoi ? Parce que quand on veut découvrir un domaine, c'est bien de le découvrir par sa petite cuvée. Ça pose les bases déjà. Alors en Domaine Ostertag, la base du Riesling, c'est une base magnifique. Ils font le Riesling Les Jardins comme ils font le Münchberg. Le Münchberg qui est le grand cru, qui est à la cuvée des leur seul grand cru est le Münchberg. Voilà. Ils en ont 2, le Riesling et le Pinot Gris. Donc ils font Riesling Münchberg, Riesling Grand Cru Münchberg et Pinot Gris Grand Cru Münchberg. Ok. Donc voilà. Et les jardins, bah, c'est un vin de fruits, c'est de la gourmandise, mais c'est complexe, c'est gras, c'est équilibré, il y a une bonne acidité. Eh ben, je vois que tu commences déjà bien à t'enflammer sur le vin. Donc, ce que je te propose, c'est que tu ailles nous l'ouvrir. Et puis, on va passer à la dégustation, histoire de pouvoir en parler. Parce que j'avoue que là, tu commences à me donner une petite soif. En plus, on enregistre, il est 18h15. Alors, habituellement, j'essaie de ne pas faire de bruit avec le bouchon. Mais... Ouais, des formations professionnelles obligent. Oh, trahison. Merci beaucoup. Bon, alors, je vous le dis, je ne sais pas si ça va être forcément hyper radiophonique et vous risquez de nous entendre faire des magnifiques petits bruits de bouche, mais l'idée, c'était quand même de pouvoir vous accompagner dans la dégustation, puisque si vous voulez commander cette première Podstage boîte, bah forcément, on s'était dit que ça pourrait vous intéresser si on venait à vous parler du vin qu'on va vous présenter. Oh putain, c'est bon au niveau du nez. Hein. J'ai un côté très fruit jaune, tu vois. Ah bah, tu as. La cire d'abeille. Ouais. Ah ouais, cire d'abeille, fruits jaunes. T'as le fruit. Alors, est-ce que tu pourrais nous parler justement du Riesling version justement Ostertag ? Alors, Riesling version Ostertag. Alors pour moi, il y a vraiment quelque chose de marquant chez Ostertag. C'est qu'il essaye de donner vraiment une belle maturité au Riesling sans rentrer dans un côté un peu stéréotypé. Le Riesling, souvent, on a des côtés pétrolés, d'hydrocarbures. Sur des Riesling jeunes, je pense que c'est un défaut, moi. Parce que c'est un peu une sous-maturité, dans un sens. Un Riesling bien mûr comme Ostertag, on a un tout petit peu cette note d'hydrocarbure qui est de la minéralité. Minéralité qui est aussi souvent assez liée à l'acidité. Ouais, qui est liée à l'acidité, qui est liée aussi à ce que le sol va donner au vin. Sur cette cuvée, c'est explosif là. Ah ouais, clairement. Alors il est bien froid là, mais même bien froid, c'est explosif. On a vraiment ces arômes de fruits à noyaux, donc on est plutôt sur la pêche blanche. On a un petit peu des arômes de fruits. Moi j'ai trouvé un peu de cire d'abeille. Ouais, clairement. Bah, je vais pas te mentir, je suis assez déboussolé parce qu'effectivement, quand tu m'as dit on va travailler sur un Riesling, et ben j'imaginais justement ce Riesling hyper sec, très peu de fruits blancs, mais justement fruits blancs à sous-maturité, le côté salin, hydrocarbures. Et quand je mets le nez là-dedans, et ben franchement, je vais pas dire qu'à l'aveugle j'aurais été déboussolé, mais c'est vrai que ouais, il y a de la maturité, du fruit jaune, un côté cire d'abeille. Pas facile à l'aveugle. Ouais. Parce que c'est pas du tout un Riesling classique. Normalement, la plupart du temps, les Riesling à l'aveugle, c'est automatique. Ouais. C'est un Riesling. Là, faut avoir du temps. Après, il y a un marqueur, pour moi. Ouais, quand même. Il y a un arôme un peu de... Alors, moi, je le dis à ma façon, parce que la dégustation, c'est quand même de la mémoire. C'est le côté gant de chirurgien. Le côté un peu... limite latex. Ouais. Mais c'est agréable, hein.
Ah oui, donc clairement. Et puis, c'est agréable. Et ben il y a ça. Alors c'est la gamme des hydrocarbures. Hein. Ouais. Donc on n'est pas sur le côté pétrole, on est plutôt sur le côté latex. Ouais, c'est vrai. Mais c'est très fin. Ouais. On a vraiment le fruit qui domine. Mais il y a ça derrière. Ah, puis le nez est profond. Moi, je sens quand tu m'as dit que c'était, entre guillemets, son entrée de gamme, tu vois, je m'attendais à un truc peut-être un peu plus droit, mais là, la profondeur que ça, alors que tu viens de l'ouvrir à l'instant... Bon, allez. C'est un entrée de gamme d'un grand domaine. Eh ben, on va faire la bouche, hein. Ok, bon, alors, autant au nez, j'aurais été... Non, putain, ouais, le côté miel, cire d'abeille, là, moi, c'est prédominant, c'est... Oh, c'est bon, putain. Excusez ma vulgarité. Autant au niveau du nez, j'aurais été perdu, autant en bouche, c'est quand même droit, ça file, c'est salin, c'est typé Riesling. On a quand même un sacré volume. Donc c'est typé Riesling, mais alors c'est sec, il n'y a pas de sucre, mais alors c'est puissant. Parce que, alors, il y a ce côté salin qui va permettre au vin d'avoir une bonne buvabilité, mais derrière il y a un gros volume. Alors, c'est top en apéro, là. Là, je pense que... À cette heure-là... Moi, je peux boire la bouteille avec toi, là, je suis pas très inquiet. Ouais, j'ai de la route, moi, après. Hein. Oui, mais je sais bien, mais... c'est vraiment... C'est un vin de soif avec de la complexité et du volume. Ouais, c'est déjà un grand vin. Ouais. Et du coup, bah, moi, je trouve justement qu'il est un peu plus qu'un vin d'apéro. Mais comme je suis un peu déboussolé par rapport au nez de ce que j'ai l'habitude de boire sur des Riesling assez classiques, monsieur le sommelier, avec quoi est-ce que vous accorderiez ce genre de vin ? Tellement de choses. Ah, là, on peut vraiment s'amuser. Vas-y, fais-nous plaisir, fais-nous kiffer un peu. On peut facilement mettre donc, des fruits de mer, des crustacés, etc. Alors, moi, je pense tout de suite aux crevettes. Ouais. Pour faire simple, crevettes mayonnaise, avec une petite touche de piment d'Espelette, tac-tac, dans la mayonnaise. Ça, c'est parfait. Ouais. Enfin, c'est efficace. Donc, en mode un peu tapas à partager avec des pics. Après, même avec des jambons crus. T'as l'acidité saignante et saline qui va nettoyer un peu le gras du jambon. Et ça peut très bien aller aussi. On peut même le mettre sur des plats à base de poisson. Alors peut-être pas de la lotte, mais sur de la sole, sur des choses comme ça. En tout cas, je te remercie déjà de nous avoir présenté cette première cuvée, parce que c'est vrai que j'avais eu l'occasion d'en goûter quand j'étais passé à l'ivresse, mais que ça faisait un petit moment, et c'est toujours un plaisir de revenir sur un vin comme Oerstertag. Écoute, voilà, je ne peux qu'encourager bien évidemment les personnes qui nous écouteront à se pencher dessus, parce que vraiment, j'ai pris... là, c'est une petite claque, je vais pas mentir. Aucun des vins que tu présentes, je ne les ai goûtés juste avant, donc là, je les découvre, et oh, putain, c'est bon. Et je propose que l'on fasse un petit jingle, et puis après on va passer au deuxième vin que tu vas nous présenter, et là nous ne serons plus en Alsace. Le mec, pourquoi il est en France? Pourquoi? Bah je vais te le dire mon pote, parce qu'en France on bouffe bien puis qu'on boit bien. Voilà, c'est sûr, un bon couscous, un bon c'est d'Ibrahim, je te dis que ça mon frère. Donc nous sommes maintenant de retour pour la deuxième cuvée que tu vas nous présenter, Charles. Pour ce deuxième vin, on a décidé de partir sur un format assez classique, un blanc, donc on était en Alsace, et maintenant pour le rouge, où est-ce que nous partons, Charles? Alors on va partir en Vallée de la Loire. Alors Vallée de la Loire, côté d'Angers. On est vraiment sur la vraie région de la Loire, entre Nantes. Oula, la vraie, là tu oui, vas, la vraie, tu vas créer des guerres. La grande région de la Loire, pas en termes de qualité, mais en termes de volume. Donc entre Nantes et Tours, où là on a vraiment un énorme volume. Il y a le Sancerrois qui est à part, qui est vraiment... Limite, ça devrait être une région à part entière. Ouais. Tellement il y a de choses à dire aussi dans cette région. Et puis après, voilà, tout ce qui est les Côtes du Forez, Saint-Pourçain et tout, c'est vraiment loin. Et c'est de la Vallée de la Loire, mais c'est encore autre chose. Justement, du coup, je vais embrayer là-dessus parce qu'à la base, j'attendais juste que tu me donnes le nom et la cuvée. Mais ce que je voulais dire à propos de la Loire, c'est que justement, moi, je suis assez perdu quand on parle de la Loire. Et du coup, je dirais pas déjà qu'on est dans le vignoble de la Loire, mais le vignoble des Loires, parce que justement, ça rejoint ce que tu disais juste avant. Le vignoble va quand même des portes du Forez, donc juste à côté de Saint-Étienne, jusqu'à Nantes. Alors, je pense que si vous avez déjà fait un peu de voiture, vous avez déjà fait Saint-et-Nantes, je pense que c'est pas le genre de trajet que vous avez dû faire normalement en 10 minutes. Et c'est vrai que entre la partie Forez qui va être sur du Gamay, la partie Sancerre où on va être sur du Sauvignon et du Pinot Noir, la partie Val-de-Loire qu'on peut découper entre l'Anjou, la Touraine, le Saumurois, on va se retrouver avec des Cabernets Francs, avec du Chenin, et ensuite on va dans le Muscadet. Franchement, pour moi, c'est absolument impossible de parler de la Loire, mais des Loires.
Région hyper complexe. Alors nous, à Lyon, on a peu de connaissances. Moi, je vois mes clients au bar à vin, ils avaient peu de connaissances sur la globalité de la Loire. Ah, mais moi, le premier, je reconnais. C'est une région que je connais très, très mal. Alors, globalement, les connaisseurs de vin à Lyon connaissent les bases. Voilà. Mais après, c'est une région qui a une diversité, qui a un nombre de grands vignerons incroyable. On pourrait construire une carte des vins avec des pages et des pages de vins de Loire, tellement il y a de bonnes choses dans cette région, que ça soit, comme je l'ai dit avant, sur les différentes régions. Mais même, rien que dans cette région de l'Anjou, donc à côté d'Angers, il y a énormément de choses, en blanc et en rouge. Mais justement, tu me regardes avec le sourire parce que juste avant de commencer le podcast, forcément, on s'est un peu briefé, on a parlé de ce qu'on allait présenter et on avait un petit débat, en fait, entre Charles et moi, où je dois bien reconnaître que je lui disais, autant je reconnais que les Blancs de Loire, ils ont la chance d'avoir une appellation qui les tire vers le haut, c'est-à-dire tout ce qui va être Savenière Collet de Seran, Savenière Clos des Roches ou Roche des Moines, je sais pas. La Roche aux Moines. La Roche aux Moines, pardon. Mais je disais, et c'était peut-être un peu du blasphème, que sur les rouges, je trouvais que justement, il manquait peut-être d'une appellation, et je sais que je vais me faire insulter dans les commentaires, mais ça manquait peut-être d'une grosse appellation qui puisse tirer justement le Val de Loire vers le haut. Bon, il y a deux grosses appellations quand même au final. Enfin, même si... alors, il y a 4 appellations majeures en rouge. On va dire Saumur-Champigny, Chinon, Bourgueil et Saint-Nicolas de Bourgueil. Après, Saumur-Champigny, c'est dans l'appellation Saumur. Donc, on a les Saumurs rouges, on a les Saumur-Champigny qui sont une petite partie des Saumurs, et on a un tout petit endroit qui s'appelle Saumur puis Notre-Dame aussi. Et qu'est-ce qui fait que les Saumur-Champigny, justement, ont eu le droit à leur aire d'appellation plus restreinte que sur Saumur ? Il y a une typicité un peu à part. Il y a un peu plus de profondeur sur les Saumur-Champigny. Ça fait pas tout à fait les mêmes vins. Après, c'est pas grave. On va pas forcément vouloir rechercher ça tout le temps. Saumur-Champigny, on a vraiment quand même un style global dans l'appellation. C'est droit, c'est épicé, il y a de la structure. Alors, il y a un très grand domaine, on en parlait tout à l'heure, qui est le Clos Rougeard. Justement, j'allais dire, il y a aussi 2 monstres sacrés qui ont poussé l'appellation vers le haut. Le Clos Rougeard, donc, qui a été revendu depuis à LVMH, mais qui était vinifié par Charlie, rappelle-moi le nom. Foucault. Les vins étaient et sont toujours incroyables. Et maintenant, on a aussi le gros nom de Saumur-Champigny, c'est Thierry Germain au domaine Roche-Neuve, qui, à titre, je te vois un peu hocher la tête, tu es peut-être un peu moins convaincu ? Si, j'aime bien. Bon, il y en a tellement en fait qu'on pourrait en citer, en citer plein. Tu voulais pas faire de jaloux, quoi. Oui, voilà. Et voilà. Après que le Rougeard, tout le monde s'accordera à se dire que c'était des génies. Moi, je sais que j'avais eu l'occasion, je reviens sur Thierry Germain, j'avais eu l'occasion de le rencontrer pour un ancien projet qui, finalement, sur lequel je n'étais pas resté, qui s'appelait 75 centilitres, et on était allé l'interviewer, et c'est vrai qu'il m'avait donné l'une de ses cuvées qui s'appelait Outre-Terre, qui était élevée en amphore, avec un côté hyper tendu et salin. J'avais vraiment pris une très belle claque. Et voilà, si un jour j'ai l'occasion de pouvoir vous proposer ça sur Vinstache la boutique, je le ferai avec grand plaisir. Mais revenons à nos moutons. Quel est le vigneron que tu as donc sélectionné ? Alors, j'ai sélectionné un domaine qui s'appelle le Pas-Saint-Martin. D'accord. Donc, qui est vraiment au cœur de l'Anjou. On est à la frontière des blancs et des rouges. Globalement, on a la partie Saumur qui est très rouge. Sachant qu'on peut faire des blancs dans les Saumurs. Évidemment, il y a même de très grands blancs. De très grands blancs. Alors, pas en Saumur-Champigny. En Saumur. Mais en Saumur tout court, on peut faire de très grands blancs. La dominante de la région Saumur est quand même le rouge. Et après, quand on passe sur le côté plus à l'ouest, on sera beaucoup plus sur les blancs. Il y a des blancs de la région qui sont connus, c'est les Coteaux du Lion pour des vins sucrés. Mais les Coteaux du Lion, c'est des Anjous. Les Anjous blancs, c'est principalement des vins secs à base de chenin. Et après, quand on passe du côté Saumur, on est sur le cépage Cabernet Franc. D'accord, donc là, le Pas-Saint-Martin, si je comprends, est à la lisière. Vraiment la lisière. Ils ont toutes les typicités de sol. Toutes les typicités. Donc ils ont le côté blanc sur les Anjous blancs. Ils ont les Saumurs rouges. Donc c'est vraiment le carrefour des blancs et des rouges.
Et donc, sur ce Saumur que tu vas nous présenter, si je ne dis pas de bêtises, normalement, pour être en appellation Saumur, c'est 100% Cabernet Franc. Est-ce que tu pourrais nous parler du cépage Cabernet Franc? Parce que c'est vrai que dans ma tête, moi, je l'associe très souvent au Bordelais, même s'il a migré sur une partie plus au nord. Donc, est-ce que tu pourrais un peu nous expliquer toute l'histoire du Cabernet Franc? Alors, il y a énormément de choses à dire. Je vais essayer d'être bref. Il vient du nord de l'Espagne, de la région basque, contrefort des Pyrénées. Il a traversé les Pyrénées, il est arrivé en France, région du sud-ouest. Il a migré vers Bordeaux. Il est toujours très présent à Bordeaux. C'est un cépage améliorateur, comme on dit. C'est-à-dire que c'est pas forcément la base des vins de Bordeaux, si je comprends bien. C'est très rarement la base des vins de Bordeaux. Il sert d'améliorateur dans les assemblages Cabernet Sauvignon Merlot. Qu'est-ce qu'il va apporter dans ces assemblages? Il va apporter du soyeux, de la finesse. Le Cabernet Sauvignon, c'est bourrin, c'est puissant, c'est beaucoup de tanins. Le Cabernet Franc aura moins de tanins, plus de finesse. Après, un potentiel de garde aussi moins intéressant que le Cabernet Sauvignon. Et pourtant, je crois qu'il est la base d'un très grand vin dans le Bordelais. Alors, il y a une exception, une très grande exception, c'est le Château Cheval Blanc, qui est à 60% de Cabernet Franc. Qui est un Saint-Émilion qui est un peu connu, pour ceux qui ne suivraient pas forcément. C'est le seul grand Bordeaux à dominante de Cabernet Franc. Cabernet Franc. Et du coup, il a migré jusqu'au niveau de la Loire. Quel va être... alors, moi, si je pense au Bordelais, je vais penser au sol de Grave. On est plutôt sur des argiles calcaires, si je ne dis pas de bêtises, à Saumur. Quelles vont être plutôt les expressions qu'on va retrouver sur les Cabernets Francs de Loire? Alors, le climat change. Le sol change. On va avoir les Cabernets en Loire vont être des vins, globalement, qui vont être plus légers. Après, on peut faire tout type de vin avec un Cabernet Franc en Loire. C'est ce qui est aussi génial. C'est que tout dépend de la cuvée. Donc, j'ai envie de vous dire, n'achetez pas sans vous faire conseiller un Saumur ou un Saumur Champigny. Parce que vous ne savez pas vraiment ce qu'au final, vous allez avoir dans la bouteille. Et du coup, là, tu es parti sur le Pas à Saint-Martin. Est-ce que tu pourrais nous parler justement un peu du domaine? Est-ce que c'est combien d'hectares? Justement, un peu ce que tu as fait avec André Ostertag, tout simplement, le Pas Saint-Martin. C'est très proche c'est à peu près les mêmes références. En bio depuis 97. Ah, ils sont aussi en bio, d'accord, ça je savais pas. En bio depuis 97. C'est 16 hectares. C'est un domaine qui est familial, qui existe depuis le XVIIe siècle. Ah oui, resté toujours dans la famille? Ah, ils sont toujours restés dans la famille, voilà. Donc c'est domaine familial. Donc alors c'est pas prise de tête. C'est cool, c'est décontracté. C'est très Vallée de la Loire. Voilà, c'est pas du tout pareil que l'Alsace. En fait, c'est pas du tout la même mentalité. Mais je suis pas étonné parce que j'avais lu un article dans la revue du vin de France qui expliquait que c'était typiquement le vignoble où tous les vignerons aidaient les autres à s'installer, où c'était vraiment le vignoble de l'entraide et de la solidarité de la Loire. On est très dans cette idée-là. Moi, je comprends totalement ce que tu dis. Après, en Alsace, ils s'aident beaucoup aussi quand on fait des comparaisons. Mais tout de suite, en Alsace, on a un côté plus austère. Mais moi j'aimais bien ce côté austère parce que je m'y suis très vite fait et en fait ils ne le sont pas du tout. Mais au premier abord quand on arrive dans la vallée de la Loire, mais c'est trop facile quoi. Non mais c'est trop facile, c'est trop les vignerons ils sont trop sympas quoi. Et du coup ce qui t'a amené à sélectionner le Pas Saint-Martin, donc le fait qu'ils sont sympas ça je peux comprendre, mais c'est aussi que derrière il y a quand même du sérieux je suppose. Ah oui c'est un vin qui est parfait aujourd'hui. Pourquoi j'ai sélectionné ça? C'est un vin qui est plutôt léger. C'est un vin qui est gourmand, qui va avoir des notes un tout petit peu végétales. Mais alors, c'est vraiment très léger. Des notes un tout petit peu végétales, beaucoup de fruits, beaucoup de gourmandise, et un petit peu de minéralité aussi. D'accord. Alors, avant de rentrer vraiment sur la partie dégustation que l'on va faire juste après, je te propose de nous expliquer un peu cette cuvée Pierre Frites. Je ne sais pas, peut-être au niveau des sols, au niveau de la vinification, des extractions, je ne sais pas si... Alors, le Pas Saint-Martin, sur tous ces vins, il va rechercher l'expression quand même du sol. Alors après, sur cette cuvée, la Pierre Frites, il fait que 6 jours de macération. Ce qui est relativement court pour des rouges. C'est très court même. Pourquoi il fait ça? C'est parce qu'en fait, il ne veut extraire que du fruit. Parce que plus on va extraire dans le temps, plus on va extraire aussi le végétal. Et en fait, le problème du Cabernet Franc, c'est son végétal. D'accord. On a un marqueur du Cabernet Franc qui est le poivron.
Ouais, les fameux qui est assez commun, même aussi au Cabernet Sauvignon, c'est souvent un peu ce qu'on redoute dans les Cabernets. C'est ce qu'on redoute. Moi, j'adore l'arôme de poivron rouge. Ouais. L'arôme de poivron vert, c'est pas bon. Ouais, c'est... Voilà. Il y a une différence, mais on essaye de ne pas arriver trop loin dans dans ces arômes-là. Et du coup, pour éviter ce genre d'arôme, est-ce que ça se fait justement sur la macération ? Est-ce qu'ils vont égrapper ? Comment est-ce que Alors, on évite exactement. Alors déjà, c'est 100% égrappé. D'accord. Voilà. Alors ça, c'est un choix du vigneron. Il peut très bien laisser les rafles s'il veut, mais là, lui... Sachant que, je me permets de te couper, la rafle apportera de la structure tannique en général. Oui, et un peu de sec aussi. Donc c'est dangereux. Ouais. Souvent, je dis à ceux qui maîtrisent la vendange entière, sont très forts. Après, c'est souvent des vins avec des grosses maturités, donc c'est pas les mêmes prix, c'est pas les mêmes styles. Là, recherche de gourmandise, recherche de finesse, et ben le vigneron il est très bien arrivé. Souvent, quand il faut faire des accords mets et vins, il y a des gens qui me disent mais moi je bois que du rouge. Et bah il y a un poisson qui arrive. Qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait ? Mais souvent, les Cabernets Francs de la Loire vont arriver à pallier ce problème. Eh ben écoute, je propose que tu nous fasses déguster ça afin de voir si effectivement, oui ou non, on pourrait l'accorder avec un bon vieux poisson. Mais ouais, c'est souvent aussi sur des poissons quand même avec des vraies cuissons. C'est pas oui, blanc, c'est pas des poissons blancs très tendres. Je préfère préciser pour nos chers auditeurs qui nous écoutent de manière passionnée depuis 45 minutes. Poisson blanc très tendre, si on demande l'accord mets et vin parfait, non, c'est rouge, ça sera pas possible. Ouais, ça va être compliqué. Voilà. Allez, j'apporte de manière délicate le vin à mon nez. Alors, il y a déjà de la couleur. Hein. Alors, 6 jours de macération, c'est coloré. Hein. Ouais, là, on est en Loire. Alors, on est complètement en Loire. Alors, c'est confiture de groseille. Là, c'est que du fruit. C'est que de la gourmandise. On n'a pas du tout cette austérité végétale qui est terrible dans certains... C'est l'incarnation de la rondeur et du côté charmeur, tu vois, pour moi. J'aurais presque dit, tu vois, une pointe un peu violette au début, à l'ouverture. Ouais. Mais alors, comme tu dis, là, je suis en train un peu de l'aérer, comme tu dis, de la confiture de groseille. C'est marrant que tu parles de la violette. La violette est vraiment un marqueur aussi du Cabernet Franc. Parce que je sais que c'était le genre de... Quand on me dit violette, je vais penser très souvent au merlot de Pomerol et puis forcément à la Syrah de la vallée du Rhône-Nord. Ouais. Mais je ne savais pas que c'était aussi l'un des marqueurs présents pour les Cabernets Francs de Loire. Oh putain, qu'est-ce que c'est gourmand et c'est bon. Ah ouais. Je trouve que par contre, je trouve un alcool quand même assez marqué au nez, tu vois. Je suis d'accord avec toi. 13,5 degrés pourtant, tu vois, je trouve que l'alcool est assez prégnant à l'ouverture. Alors c'est un vin qui est au nez vraiment puissant, mais c'est vraiment très aromatique. Il y a une ouverture, vraiment une ouverture très bien. Alors c'est servi à bonne température là. Attention, on est 14, vraiment sorti de cave, 14, 15. Je l'ai sorti de cave il y a 1 heure environ. Ouais, donc on est autour de 18 degrés, quelque chose comme ça. Mais même pas. Ouais. La cave est à 12. Là, ça doit être à 14-15. La température est parfaite. C'est un peu froid. Il faut que ça soit comme ça. C'est vraiment très aromatique. On a plein de choses au nez. Mais une dominante, c'est une corbeille de fruits, quoi. Ah ouais. Et après, derrière, on a un côté un peu terreux, mais un bon côté terreux. Qui apporte de la complexité. Que j'ai un peu moins, pour être honnête, au niveau du nez. Mais tu vois, ça, typiquement, je me dis, pour quelqu'un qui ne connaît absolument pas le vin et qui va te dire, moi, je sens rien avec le vin, tu mets le nez là-dedans avec des bons verres, une bonne température, théoriquement, tu es censé ressentir un minimum, quoi. Parce que c'est vraiment expressif. Là, c'est vraiment très expressif. Du coulis de fruits noirs, moi, pour moi, c'est vraiment ça. Le vigneron a voulu faire ça. Et c'est ça qui est bien. C'est vraiment... cette gourmandise. Il le positionne comme son vin de plaisir ou comment il le positionne un peu par rapport à l'ensemble de sa gamme ? Vin sur le fruit, gourmandise. Il a la même parcelle. Il sélectionne un petit endroit avec les vieilles vignes où là, il fait beaucoup plus de macération. Des vins plus de garde, on va dire. Plus de garde, surtout qu'il fait un élevage bois. Déjà, quand il y a un élevage bois, la plupart du temps, il faut que ça se mette en place. Donc, il faut attendre encore 1-2 ans de plus en bouteille pour que vraiment ça se structure. Donc c'est pas du tout le même profil. Là, on a un vin qui est top aujourd'hui. Alors ça, il a 1 an de bouteille. Ouais. Ça, c'est important de le savoir. 1 an de bouteille, c'est parfait. Le vin, il est en place. C'est très expressif. Il faut le boire maintenant. Je vois pas l'intérêt de le garder. Alors, ça s'abîmera pas. Hein. Mais en termes de plaisir, je pense que il est à son apogée. Après... c'est pas un vin rouge d'apéro quand même. Ah non.
C'est quand même un vin rouge où il faut manger avec. Ouais. Donc on est, comme on dit classiquement, on est sur un medium body, entre léger et puissant. Quoi. Ouais, un peu dans le même style, on pourrait mettre un peu des grenaches, on pourrait mettre justement des vins qui ont de la structure, de la rondeur, mais quand même aussi une structure tannique. On est sur du vin de tapas, moi j'ai tendance à dire. En général, je l'associe souvent à ça, le medium très body. style espagnol dans l'idée, c'est vrai. Ouais. Et par contre, là, je viens de faire, au niveau de la bouche, il y a quand même de la structure tannique, moi je trouve. Il y a quand même de la structure tannique, après c'est très soyeux. Parce que le Cabernet Franc a cette tendance, même sans élevage, donc là il n'y a pas de bois, c'est que de la cuve. On est qu'en cuve inox, d'accord. Qu'en cuve inox. Il a été embouteillé en fin avril 2019. Donc, du coup, on a 6 mois de cuve. 6 mois de cuve, c'est pas grand-chose. Arriver à avoir un soyeux pareil, bah, c'est le cépage. C'est le cépage qui apporte ça. Naturellement, le Cabernet Franc, c'est de la rondeur, c'est de la finesse. Ok, donc si je résume bien, on est sur un vin qui est vraiment très aromatique au niveau du nez, comme on disait, un panier de fruits noirs, mais en même temps avec de l'alcool qui est assez marqué, un côté violette. En bouche, il y a de la structure tannique, mais en même temps beaucoup de soyeux. En termes d'accord mets et vin, si tu devais envoyer ça, sur quoi est-ce que tu l'enverrais? Alors, on parlait d'accord avec le poisson. Alors, si on peut éviter le poisson quand même, c'est mieux. Mais oui, on peut accorder ça avec un dos de cabillaud ou de la lotte. Ouais. Si vous aimez pas le vin blanc, ça sera bien. Ça peut faire une belle alternative. Ça passera. En revanche, non, là on peut déjà aller sur des plats de fin septembre. Ouais. Donc un rôti de veau aux champignons. Voilà. Tu me dis ça à 19h. Simple, mais moi je vois ça déjà. Ouais. Ou déjà tout ce qui est une petite crème de champignons. Parce que là quand même, moi j'ai ressenti juste à l'instant, on a vraiment ce côté terreux qu'on pourrait définir un peu champignonné, etc. Il y a ce côté un petit peu poivron rouge aussi, mais c'est très léger, c'est vraiment des petites notes. Donc ça apporte de la complexité, il n'y a rien de négatif, c'est que du positif. Ça appelle les plats d'automne, quoi. Et l'autre question qu'on me pose très souvent aussi sur Vinstache, c'est qu'au niveau de la garde, je pense que tu as commencé à donner déjà quelques indices quand tu disais justement qu'il avait fait son vieillissement, qu'il était bon à ouvrir maintenant. Ces genres de vins, tu les conseilles d'ouvrir dans les 2-3 ans ou tu penses que... Oui, c'est, là, faut pas réfléchir. Ouais, faut ouvrir et puis on est dans le plaisir. Ça reste un vin qui a une bonne acidité, qui a une bonne maturité. Ça va vieillir, mais c'est pas utile. Ok. Autant se faire plaisir maintenant. Quoi. Exactement. Eh bien écoute Charles, je te remercie beaucoup parce que je pense que sur ces derniers mots, nous allons terminer ce tout premier Podstache. Eh ben, je voulais tout simplement te remercier d'avoir avec plaisir d'avoir accepté de participer à ce grand jeu parce qu'on se retrouve quand même comme deux bonhommes avec des micros au milieu d'une grande salle et on se demandait un peu dans quoi on s'embarquait. J'espère, chers amis auditeurs, que ce format vous plaira. N'hésitez surtout pas à nous faire des retours, que ce soit sur n'importe quoi, que ce soit sur la longueur, que ce soit sur le son, que ce soit sur ce que vous voulez. Les deux vins que nous vous avons présentés, donc la Pierre Frite, le Pas Saint-Martin, le Cabernet Franc en 2018 en Saumur, ainsi que les Jardins d'Ostertag, que je retrouve la petite étiquette, que je la mette devant moi, c'est parfait. Donc Domaine Ostertag, le Riesling 2018 en jardin. Les deux vous seront proposés sur Vinstache la boutique. Je ne vais pas vous mentir, je n'ai pas encore fixé le prix parce que je n'ai pas encore récupéré tous les tarifs, mais ça devrait être proposé sous peu. Il y en aura 59 seulement. Comme je vous disais, on débute l'aventure et si on se rend compte que par la suite, vous êtes très friand du format, on n'hésitera pas à aller sur plus de volume. Et puis, quant à moi, je vous dis, je l'espère, à bientôt pour un prochain rendez-vous. Salut Charles. Salut Loïc.